planification, les stratégies de travail qu'il met en place avec ses sportifs. Donc là, passer des deux présentations plutôt théoriques, celle de Manu et la mienne, à vraiment un cas concret et l'application de ce qui a été présenté, de ce qui est fait sur le terrain. À toi, Mike. Tout d'abord, bonjour à tous, bienvenue à Saint-Quentin pour ce premier séminaire. Donc, je vais essayer de vous présenter la manière dont je travaille, c'est-à-dire comment je planifie l'entraînement des athlètes d'ici, avec tout le cheminement jusqu'à la présentation des contenus d'entraînement qu'ils ont réalisés cet hiver, fin d'octobre à même jusqu'à fin avril. Donc, tout d'abord, les étapes pour la mise en place d'une planification d'entraînement. C'est également du coup le rythme que va suivre ma présentation. C'est un cheminement qui se passe en 5 étapes. Je reviendrai sur les étapes petit à petit après. Donc, une première d'analyse de l'activité, ensuite une partie d'évaluation du profil de l'athlète, définir les objectifs, planifier l'entraînement, contrôler et réguler celui-ci. Donc, la première étape, analyse de l'activité. D'abord, qu'est-ce que c'est l'analyse d'une activité? C'est en appréhender les contraintes et les exigences pour optimiser les conditions de pratique. Même si cette discipline-là, on la pratique depuis des années, chaque année, il est toujours intéressant de se repencher sur l'évolution de notre discipline. Il y a des évolutions. Tout à l'heure, on entendait parler de braquet sur les disciplines que Manu a présentées. Nous, c'est pareil. Les braquets changent. Les profils des adversaires peuvent changer, les profils des pistes peuvent changer. Donc toujours intéressant de se repencher un petit peu sur ce qui se passe afin d'adapter nos plannings pour l'hiver à venir. Également, quelque chose d'important, avoir été un athlète de haut niveau, ça peut constituer un avantage pour réussir sa carrière d'entraîneur. Mais si on n'a pas fait de haut niveau, on peut aussi bien arriver au même résultat de connaissance. Il suffit juste de travailler un petit peu plus, d'étudier un peu plus sa discipline, mais au final, on a aussi une parfaite connaissance de notre discipline. Donc concrètement, BMX Race c'est quoi? Je vous ai fait une petite vidéo du Coupe du Monde qui a eu ici il y a une quinzaine de jours. C'est la finale du Round 5, c'est le samedi soir. Donc le BMX c'est ça, c'est 8 athlètes au départ à 8 mètres de haut. Une accélération forte, en bas de la butte en moins de 2 secondes, une vitesse atteinte entre 55 et 60 km/h. Et ensuite on essaye de s'extirper d'un peloton. Donc 3 virages, des bosses à franchir le plus rapidement possible. Donc être propre, précis techniquement, contrôler ses adversaires. Et donc voilà, et ce type d'effort, on doit le répéter dans une journée de compétition entre 7 et 8 fois. 35-40 secondes d'effort, une phase d'accélération franche de 7 à 8 secondes, où on exprime des taux de puissance énormes. Et voilà. Pour vous montrer que je ne suis pas à chômage, je vous ai mis une image de Coupe du Monde que les Français n'ont pas gagné. Donc à partir de là, donc, vous savez tous, pour faire une performance sportive, il y a de multiples facteurs, des facteurs techniques, sociaux, psychiques, physiques, ceux qui nous intéressent un peu plus, particulièrement ce matin et notamment celui de la force. Les facteurs physiques, pour ma part, il y a deux trinômes. Un premier trinôme axé sur la force, la vitesse et l'endurance, qu'on peut appeler les facteurs conditionnels, liés au processus biomécanique et bioénergétique de l'activité motrice. On peut les solliciter séparément, mais dans tout entraînement, généralement c'est une combinaison de ces trois facteurs. Un deuxième trinôme, l'équilibre, l'adresse et la souplesse, qui repose sur le mécanisme neuromusculaire de commande et de régulation du mouvement. Et c'est ces trois-là qui favorisent l'expression des trois duos, pour ma part. Avoir un gros niveau de force, mais d'être pas équilibré, généralement on ne l'exprimera pas. Donc si on s'intéresse plus particulièrement à la discipline, et donc le premier trinôme, c'était le de ce matin, aucune discipline est blanc ou noir. Il n'y a pas que de la force, il n'y a pas que de la vitesse, en général. Donc moi, ce que je trouve intéressant, c'est le système de curseur. La puissance, on la place plus ou moins d'un côté en fonction de la discipline qu'on pratique. Vous voyez en bas, pour moi le BMX, clairement, on est placé plutôt du côté de la vitesse. Si j'étais entraîneur piste, préparateur piste, je pense que le curseur serait plus orienté de l'autre côté.
Tout ça, vous verrez tout à l'heure dans ma planification, pourquoi je vous présente ça, c'est que vous verrez qu'il y a beaucoup de vitesse dans l'entraînement qu'on met, même en hiver. Ensuite, pareil, pour faire la planif, il faut s'intéresser à qu'est-ce qu'on utilise comme muscle. Clairement, un pilote de BMX, c'est pas que des grosses cuisses. Sinon, c'est une merguez, avoir des grosses cuisses et pas de tronc. C'est pas très rigide, ça ne produit pas de puissance. Puis différents muscles qui interviennent dans différentes phases. Donc les muscles du cycle de pédalage, vous connaissez, quadriceps, fessiers, ischio, psoas, les muscles de soutien, donc principalement la sangle abdominale, donc les différents abdos, les longueurs et le dos. Ces muscles-là, ils sont importants parce que déjà, c'est ce que je disais, si on ne veut pas être une merguez, mais si, il faut être assez costaud. Mais c'est aussi un des principaux freins au développement de la force des membres inférieurs. Si on n'a pas d'abdos, pas de dos, généralement squatter lourd c'est compliqué, donc squatter lourd c'est pas lourd, c'est-à-dire pas prise de force, pas prise de puissance, et ainsi de suite. Et les muscles différents qui interviennent dans le franchissement des obstacles, principalement des chaînes de tirage ou de poussée. Ensuite, un calendrier sportif. Vous voyez bien ou vous voulez que je vous rende plus grand? Plus grand. J'avais prévu. Sur la deuxième partie. Donc globalement, la saison BMX, elle se termine fin septembre. Donc cette année, elle s'est terminée aux alentours du week-end-là en Argentine, quelques jours de repos. C'est juste pour vous donner un schéma de l'organisation. Donc quelques jours de repos après la Coupe du Monde, préparation de la saison suivante qui commence pour nous à la Coupe du Monde de Manchester ici. Donc vous verrez que pour une fois cette année on a eu un long hiver. Souvent c'est plus court avec les premières Coupes du Monde en mars et des courses qui se terminent fin octobre, ce qui laisse peu de temps. Pourquoi c'est important de parler de ce calendrier-là? C'est que vous verrez que dans ma planif, ça fait partie des objectifs qu'on s'est fixés. Donc globalement, voilà, une saison dense à partir d'avril, avec les championnats du monde d'Europe au mois de juillet, et une deuxième partie de saison qui va se retrouver avec 2 Coupes du Monde, États-Unis, Argentine et le test event à Tokyo. Je vous présenterai les parties et le contenu tout à l'heure. C'est pour que vous ayez une idée du cheminement de notre saison. Comme vous voyez, il y a beaucoup de courses. Jaune c'est national, orange c'est européen, rouge c'est mondial, vert c'est ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, globalement, pour l'analyse de l'activité, prendre connaissance un peu de la discipline, que je pense que vous ne connaissez pas forcément. Deuxième étape, une fois qu'on a refait ça, qu'on a vérifié comment tout allait s'articuler, on va évaluer là où on en est avec notre athlète. Évaluer un sportif, c'est une nécessité pour donner du sens au projet d'entraînement. C'est pour moi la première étape. Pour savoir où on veut aller, il faut savoir d'où on part. Et après, les tests, pas un grand adepte d'en faire tous les 3-4 matins, donc on essaie de les placer de manière stratégique, des types pour évaluer le point de départ, milieu type pour contrôler, fin de type pour valider ce qu'on a fait. Pour moi, faire un test pour faire un test, même s'il est bien fait dans toutes les règles qu'on dit, reproductibilité, etc., donc un intérêt à tester une athlète toutes les semaines, pas d'intérêt précis. Donc, si on revient en qualité de force, comment moi je fonctionne pour évaluer le niveau de force de nos athlètes? Une partie, la force maximale sur 2 mouvements cibles, le back squat et la trap bar. Pourquoi ces deux-là? Parce que pour moi le squat c'est un des mouvements le plus complet. La trap bar c'est une très bonne alternative à ceux qui ont des difficultés pour squatter. Je vous présenterai tout à l'heure des cas de niveau différents et c'est d'où la nécessité de ça. Donc quelques exemples de niveau de force. Petite précision, j'évalue sur 3 reps, plus sur une rep, parce que c'est ce que je suis préféré avec les années d'expérience. On se rend compte que des fois on est capable de soulever une rep certainement, mais pas de la reproduire. Donc c'est plus intéressant de faire 3 reps, d'avoir une base, et ensuite de travailler à partir de celle-ci. Dans les exemples, c'est pas forcément des 3 reps, mais c'est juste pour vous montrer quelques illustrations. Donc là, sur le premier squat, c'est Axel Etienne, une athlète du pôle olympique, qui réalise là une rep à 160 kg.
vous vous rendez compte que pour une athlète féminine, c'est pas rien. Un deuxième athlète sur un mouvement de soulevé de terre qui est l'alternative à la trap bar. Donc là, je ne sais pas combien il y a, mais il y a un élastique, ce n'est pas forcément une évaluation, mais un mouvement de soulevé de terre classique, 75, 150, 170 plus un élastique et un petit 200 kg. Sur un mouvement de trap bar, donc pareil, même athlète, je ne sais combien. Deuxième facteur de la force qu'on va évaluer en musculation, c'est la partie force explosive. Donc sur un mouvement de clean, donc de voler, et un mouvement toujours de clean avec un départ soit des blocs, soit des genoux. Donc Alex, tout à l'heure, vous a fait une illustration. J'ai le même athlète sous un autre angle avec une autre charge. Voilà, qui doit épauler. Alors, c'est pas son record, mais il est aux alentours de 140 kg sur ce type de mouvement. Donc, l'alternative, je vous disais, donc la première, départ de genoux, la deuxième, départ des blocs. Donc là, c'est un deuxième athlète. Hop. Voilà. Et donc, le mouvement du clean, donc départ sol. Donc les deux premiers, pour moi, il y a plus d'explosivité, plus de puissance. Il y a un peu plus de technique et de vitesse dans le troisième. Ouais, une bonne athlète que sur la première vidéo. Quelqu'un qui clean à 150, 152. Donc toutes ces données, qu'est-ce que j'en fais? J'ai créé un tableau depuis l'hiver dernier. Pareil, vous voulez que je l'ouvre en plus grand ou c'est bon? Ce tableau, je l'ai fait de manière arbitraire. Clairement, c'est par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'ai remarqué. Donc globalement, sur les mouvements que je vous ai présentés, j'ai fixé des barèmes. En gros, si on est capable de soulever 2 fois uniquement son poids de corps, c'est insuffisant. Et si on arrive à 2,5 fois son poids de corps en 3 répétitions, bon, c'est déjà mis excellent, mais c'est même presque hors norme. C'est déjà très très costaud. Donc voilà, donc je classe mes athlètes en fonction de leur poids de corps. Donc là, on a un exemple, Romain Mailleux, à la fin, il n'est pas parti de là, mais à la fin de l'hiver, il arrive à faire 3 reps à 200 kg, ce qui représente un ratio de 2,3 fois son poids de corps. C'est ce que j'estime en très bon niveau. Ça, pour notre discipline, parce qu'il y a peut-être des disciplines qui peuvent aller encore plus haut, mais pour nous, je trouve que c'est un très bon niveau. Donc comment je régule? Donc ils partent d'un point de départ, on essaie de grappiller au fil du temps pour élever leur niveau. Donc on a ça sur le squat, sur la trap bar, sur le incline, donc l'épaulé des par genoux. Donc pareil, dans une rep, on regarde où on en est. Ben voilà, aujourd'hui Simba, il arrive à faire 129 kg en une rep, c'est un niveau moyen par rapport à son gabarit. C'est déjà très bien, mais on continue de grappiller un petit peu. Donc voilà comment on suit et comment on évalue les athlètes dans la partie muscu. Bon, on ne fait pas de la muscu, donc on essaye aussi de mettre ça en lien avec le vélo. Donc on a un test que... Donc on a un test qui réalise sur vélo, donc sur une lotte, qui prend une vitesse, c'est un test force vitesse. Donc c'est 3 sprints à des cadences différentes. Un premier en force, un deuxième en puissance, un troisième en vitesse. On trace des courbes, enfin on trace. Les gens de l'INSEP nous tracent des belles courbes, des relations force-vitesse et des puissance-vitesse. On a des données. Et après, on rentre tout ça dans notre base de données sur nos athlètes BMX, on regarde comment chacun évolue, et puis vers où on va essayer de grappiller pour être meilleur. Voilà mon fonctionnement sur l'évaluation de l'athlète. Une fois que tout ça est fait, on va définir des objectifs. Donc comme vous le savez, il y a 2 types d'objectifs. Il y a des objectifs de résultats sportifs, parce que tous les athlètes aiment bien, les entraîneurs aiment bien, je veux être champion du monde. Mais moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce résultat-là, c'est vraiment le reflet de la progression d'un athlète? Pour moi, non. Parce qu'une compétition, c'est une opposition à des adversaires. Et on peut progresser, mais on ne peut toujours pas gagner. Si je prends un exemple du 100 mètres, en 2017, je cours 100 mètres en 10 secondes. Je travaille comme un chien tout l'hiver, je cours le 100 mètres en 9 secondes 3, mais je fais toujours deuxième. J'ai progressé ou j'ai pas progressé? Bah oui, j'ai progressé. Donc, un deuxième type d'objectif, c'est de fixer pour moi ce que j'appelle des objectifs de performance.
plus liés à des objectifs qu'on va chercher à développer. Par exemple, voilà, je veux réussir à squatter à 200 kg. Je suis à 190 en septembre, l'objectif c'est d'arriver en février à 200. Voilà. Ça, c'est un objectif concret. Ça pourrait être sur le vélo, être plus régulier au départ, enfin peu importe. Mais c'est des objectifs que j'appelle de performance. Pourquoi? Généralement, si on les atteint, déjà, la confiance dans l'athlète se renforce. Et si la confiance de l'athlète se renforce, il y a peut-être plus de chances d'atteindre l'objectif de résultat. Donc sur les deux cas que je vais vous présenter tout à l'heure, donc on est sur des athlètes de haut niveau, voici leurs objectifs de début de saison. Donc un top 8 au classement Coupe du Monde 2019, un top 8 au championnat du monde 2018, et scoré dans la qualification pour les JO 2020. Aujourd'hui, on a un classement interne qui prend entre Français sur les Coupes du Monde et championnats du monde. Il marque des points à partir du moment où il rentre en finale. Les 3 premiers à l'issue de mai 2020 de ce classement partiront au jeu. Donc ça, mine de rien, c'est ce qui va les guider. Au niveau de la performance, j'ai mis que la force. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un grand hiver. Donc l'idée, c'était de dire, bon, il faut qu'on augmente leur niveau de force pour augmenter leur niveau de puissance, mais surtout, il va falloir qu'on commence à construire une base solide pour les 2 années à venir. Parce que là, on a un grand hiver, l'hiver prochain, on n'a pas d'hiver. Dernière Coupe du Monde, 15 octobre, première Coupe du Monde suivante, 20 janvier, ou 25 janvier. Clairement, ça n'a rien à voir. Donc, on n'aura pas le temps de faire un gros développement. Donc, déjà, profitons de cette année pour essayer de créer une base. Voilà, j'ai fini pour ma partie théorique. Je vais essayer de vous montrer un peu plus de concret. J'espère que ça a été clair pour vous et que voilà, vous allez réussir à suivre. Donc là, maintenant, la planification de mon entraînement. Donc je suis au sein d'un pôle, donc on a un groupe d'athlètes. Mais dans ce groupe d'athlètes, il faut individualiser. L'objectif, c'est de les faire travailler ensemble, mais de pouvoir s'adapter aux besoins de chacun et de leur permettre tout ça d'être efficace dans leur entraînement. Vous verrez tout à l'heure, on a des trames qui sont assez communes dans les semaines, mais par contre, les contenus sont vraiment différents. Donc quel type d'organisation j'utilise? Soit je fais des séances complètement individualisé une fois dans la semaine, soit dans chaque séance il y a une partie individualisée, soit chaque exercice est individualisé en fonction du profil de l'athlète. Par rapport à quoi? Par rapport aux points forts, aux points faibles. Je vous disais, on parlait de base de données, donc voilà, on regarde où on en est, on va peut-être pas forcément faire la même chose. Ce n'est pas des cas que je vous présente, mais on avait des athlètes qui étaient un peu en surpoids, donc ils ont eu tout un début d'hiver avec des séances très typées CrossFit pour essayer de les affiner. D'autres étaient un petit peu trop maigrichons à mon goût, donc on a essayé de faire plus d'hypertrophie pour les développer. D'autres qui avaient de la force, juste on essaie de les maintenir, etc. On individualise aussi en fonction de la traumatologie, et ça j'y reviendrai tout à l'heure. Et il faut des fois savoir s'adapter aux antécédents médicaux des athlètes, ne peuvent plus faire certains exercices suite aux blessures ou ne pas encore faire. Et c'est là où c'est important de travailler en collaboration avec notre équipe médicale. Moi, je remercie énormément nos kinés avec qui on a beaucoup d'échanges et on arrive à adapter. Et je vous montrerai ce qu'on a réussi à créer ensemble tout à l'heure sur un athlète. Ou en fonction d'éventuelles préventions de blessures sur les tests qu'on fait, s'il y a des grands déséquilibres, on essaie de ramener à l'équilibre certaines choses. Donc, première partie de l'année, reprise de l'entraînement. Donc, comme vous le savez, l'objectif c'est de retrouver la capacité à s'entraîner en se préparant à supporter des charges d'entraînement pour la période suivante. On accroît tranquillement le volume d'entraînement et on est dans un contenu très physique et très peu technique. Donc concrètement, ça donne ça. Donc là, on est à la semaine 41 en octobre. Donc vous voyez un schéma de charge montant. Au fil des semaines, c'est la reprise, on ne peut pas démarrer la carte. Semaine de récup derrière. Donc si on s'intéresse qu'à la partie rouge, qui est la partie force, donc là on est sur un athlète, donc Jérémy Rancurel, qui est un bon profil physique, un très bon profil dynamique, où j'ai fait le choix de démarrer en hypertrophie sur une méthode qu'on appelle ondulatoire à 8 répétitions en dominante de musculation. Ondulatoire, ça veut dire que dans la semaine, ça va. La moyenne de reps de la semaine fait 8. Je vous montrerai tout à l'heure les séances. Mais en gros, première séance de musculation, il y a 5 reps. Deuxième séance, il y avait 8 reps. Troisième séance, il y avait 12 reps. J'additionne les 3, ça fait une moyenne de 8 reps. Donc le schéma de charge, donc là, donc on est à 5 muscu par semaine. Dans la partie violette, il y avait de la muscu. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 séances de sprint vélo, 2 séances de sprint. 2 séances de technique, pardon. Donc là, sur les 3 semaines, on fait évoluer. Globalement, les schémas, c'est les mêmes, ça va être les contenus qui vont évoluer. Deuxième profil que je vais vous présenter ce matin, Romain Mailleux, qui lui, pour le coup, est un athlète qui est déjà fort physiquement.
Donc pas besoin de mettre une dominante hypertrophie, juste un petit peu pour consolider sa base. Donc, vous voyez, sa dominante c'est déjà en force maximale sur des efforts répétés, des efforts qui font à 5 reps. Et une toute petite, un petit maintien d'hypertrophie par une technique qu'on appelle ondulatoire 3-7, je vous montrerai tout à l'heure, c'est une pyramide. Donc, schéma identique à Jérémy, contenu différent. Quelques exemples d'exercices. Donc voilà, des exercices de gainage. Des exercices de gainage avec l'équilibre, pour développer ce que j'ai dit tout à l'heure. En mode plus dynamique. Ils ne sont pas forcément propres, hein, c'était des premières séries. On va chercher voilà, de les déstabiliser le plus possible. C'est en fin de séance, un peu de fatigue. Un deuxième type d'exercice avec du renforcement de haut du corps et un peu de gainage. On est sur le tirage d'haltère, main sur vos yeux. Voilà. Troisième exercice de gainage, squatter avec des points en suspension. Voilà l'exemple de quelques. Donc là, il y a 45, 90, 110 sur la barre, plus 50 kg en suspension. Voilà, il squatte, l'objectif est de garder son alignement le plus possible. À côté de tout ça, on est en reprise, donc encore une fois, grâce à Jokiné, à Joseph qui est ici, au fond de la salle. Voilà, on a fait tout un travail d'utilisation des rollers pour l'échauffement, la récupération des athlètes, rechercher des amplitudes. Donc en semaine d'entraînement. Donc la semaine de Jérémy. Ah. C'est pas grave. Bon ça on s'en fiche, c'est la partie sprint. Donc première séance de musculation, donc dans la partie tout à l'heure violette énergétique. Voilà, on retrouve des exercices de haut du corps. Donc encore une fois, pourquoi on individualise? Jérémy c'est un athlète qui a eu pas mal de soucis d'épaule la saison dernière, avec un moment où là, on n'avait plus à faire de haut du corps. Donc encore une fois, grâce au kiné qui nous entoure, on a réussi à régler tout ça, et là on est dans une période de reprise. Choix arbitraire, série 10, charge très légère pour voir comment il réagit à ce premier cycle de travail. Un petit tempo, 30-10, le 3 veut dire phase excentrique, ralentir un peu les mouvements. Rien de sensationnel. Ah, petit bug d'affichage d'image. Pas très grave. Donc séance de muscu, je vous ai dit, on est sur une dominante hypertrophie. Donc nous on est une discipline de puissance, donc toujours dans ma première partie de séance, on a un mouvement d'explosivité, donc là des squat jump avec dumbbell, donc avec halter. Donc il était assis sur un banc, 2 haltères, sauter le plus haut possible. Donc la méthode ondulatoire je vous disais, donc là vous voyez 5 reps à réaliser. Donc sur la séance 1, donc en squat, en trap bar, en fente, en hip extension, donc c'est pieds posés et on relève le bassin. Puis la séance par un circuit. Je vous montrerai le circuit gainage sur le deuxième athlète. Je ne sais pas pourquoi il y a un peu d'affichage. Deuxième séance, pareil, renforcement du haut du corps, donc beaucoup de dos. Mais je vous l'ai dit, le dos c'est ce qui est le plus important par rapport à l'activité cycliste. Deuxième séance, ça s'affiche. Donc toujours un exercice d'explosivité, départ genou, on atterrit, on rentre sur une box avec les jambes. Deuxième partie du cycle ondulatoire, donc là on est sur un exercice de front squat, 8 reps, pour mettre la charge le plus qu'il peut par rapport au nombre de répétitions demandées. Ensuite des poussées de chariot sur 20 mètres, pareil avec la charge le plus possible. Mouvement du soulevé de terre ou main, pareil on 10 reps. Pour amener le ballon, pour un peu d'ici. Vous voyez, on a toujours une phase dominante fessier, quadrille en haut, fessier ischio en bas. Troisième séance, cycle de reprise. Toujours du haut du corps de manière simple, une dominante dos, encore une fois. Donc là, pareil, knee jump, one leg, c'est départ sur les genoux, on saute, on atterrit sur une jambe. Réception statique par jambe. Toujours cette touche d'explosivité. Sur le choix des 12 reps, pour être dans ma moyenne ondulatoire de 8 reps par semaine, donc là vous voyez, c'est des séries 12, charge imposée, 40% d'objectif du mois. En gros, par rapport au tableau que je vous ai montré, l'objectif c'était d'essayer de grappiller un peu. Voilà,
75 kg à réaliser le plus vite possible. Des récup très courtes, donc un mixte entre du renforcement musculaire, de l'hypertrophie et un petit peu de cardio. De monter sur box. Mon travail de trap bar. Lui, je sais pas pourquoi le gainage, je veux pas que vous doit être top sauté, je pense. Donc voilà, un premier cycle de reprise. Sur un deuxième cycle de reprise, sur mon deuxième profil, j'ai choisi de vous montrer. La séance de sprint, je vous la passe. Renforcement du haut du corps, donc exercice différent. Potentiellement, il y a pour le coup, lui, il est sur les deux chaînes, une chaîne de tirage sur cet exercice-là. Donc, crochet une poulie, je ramène le poids vers moi. Un exercice de poussée, je suis allongé au sol, je viens pousser l'haltère ou le kettlebell vers le ciel. Un exercice de tirage sur machine, où au lieu de ramener en bas, on ramène en haut pour être plus sur les fixateurs en haut. Et un exercice avec pousser un poids, donc un poids là quand on est poussé. Tout à l'heure, on a parlé, vous voyez là, il y a deux stratégies différentes. Là, il y a tout à l'heure le même tempo que je vous ai dit, 30-10, ralentir les phases excentriques. Pour la deuxième partie, pour accentuer un peu le travail de gainage, de stabilisation, on a un tempo 30-10. Donc en plus de retenir la phase excentrique du mouvement, quand il était en haut, en fin de mouvement, il devait maintenir les positions 2 secondes, pardon. On n'est pas dans une grosse dominante hypertrophie, c'est un athlète que je vous ai dit, il est déjà assez costaud, il pèse environ 90 kg, un tout petit peu moins, pour moins de répétitions que Jérémy. Je le laissais choisir, on est en reprise en fonction de la motivation qu'il avait, soit il mettait à peu près 60% de ce qu'il était capable de faire, soit 80%, soit il jonglait, enfin peu importe. Ça fait aussi partie des moments où on peut les laisser s'exprimer, et comme c'est pas une priorité de travail, peut-être un défaut, c'est comme ça que je fonctionne. Donc tout à l'heure, je vous disais, lui c'est une petite dominante hypertrophie, donc j'ai fait le choix de la méthode du 3-7 ondulatoire. Donc c'est cet exercice, c'est ce fonctionnement-là. Donc sur l'exercice de référence du back squat. Donc vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries. Les 3 premières à dominante force. 3 reps à 175 kg, 2 reps à 180 kg, 1 rep à 175, 4 à 6 minutes de récupération. Ensuite, on a un deuxième volet un peu plus côté hypertrophie, où on va chercher à faire 7 reps à 155 kg, une fois 6 reps à 160 kg, une fois 5 reps à 155 kg. Et ensuite, on revient sur la force avec 2 séries de 1 rep à 190 kg. On est sur un tempo très classique, 20-10, pour moi c'est le tempo simple du squat. Après, on peut discuter du dernier chiffre si on met une petite pause ou pas. Des récup longues, un objectif fixé, à la fin du cycle de reprise, on doit être capable de faire 3 fois 180 kg, donc là on a démarré un petit peu en dessous. Et l'objectif c'est d'aller le chercher. Exercice de psoas, renforcement pour la chaîne de tirage. 2 fois 6 reps dans les efforts répétés que je vous disais tout à l'heure. Stabilisation un petit peu des muscles autour de la jambe avec un exercice de marche latérale avec une mini-bande. Je crois que tout à l'heure Alex vous l'a montré en vidéo. Renforcement un peu des mollets. On est en reprise, il faut essayer de retravailler sur un petit peu tout le corps. Donc voilà le circuit de gainage de tout à l'heure qui ne s'affichait pas. Donc on retrouve toujours pour moi ce qui est important, donc gainer, stabiliser, équilibrer. On est à l'envers sur une chaise romaine, on a une barre en l'air, on maintient pendant 30 secondes. Charge libre, donc minimum une barre. Si on était à l'aise, il pouvait charger un petit peu plus, ça dépendait de chacun. Même exercice sur le côté, on maintient le poids loin devant, sur plutôt la partie oblique. Sur la chaîne, on va dire postérieure, l'exercice du pont avec une jambe tendue, un poids à maintenir. Et un exercice qui couple un petit peu tout, c'est un franchissement de haie avec une charge en overhead. Donc au-dessus de la tête, on passe au-dessus des haies pour essayer de garder un équilibre tout au long du corps. Ça, petite fiche. Renforcement toujours du haut du corps sur la deuxième séance cardio.
Donc là, deuxième séance de muscu de la semaine, donc on revient sur quelque chose que j'avais mis, les efforts répétés, donc 6 reps, 4 x 6. À la fin du cycle, il doit être capable de faire 6 reps à 160 kg sur toutes les séries. Vous voyez qu'on va le chercher progressivement. C'est un cycle de reprise, donc c'est des charges qu'il maîtrise. Je n'aurais pas démarré comme ça s'il ne maîtrisait pas ces charges-là. Exercice de fente, 20 mètres de fente à faire avec 70-75 kg sur le dos. Exercice de trap bar. Exercice de soulevé de terre. Deuxième circuit de gainage. Donc la position de la planche avec un bras et une jambe retirée, un haltère dans la main qu'on maintient. En latéral avec une barre en l'air. En postérieur, de manière du coup un peu différente avec une charge. Et toujours dans un mouvement global. On appelle un gainage un peu global. Lancer le medicine ball plus ou moins fort, on doit essayer de rattraper, se déformer le moins possible. Quatrième muscu, c'est toujours du corps. Exercice que je faisais tout à l'heure. Des développés couchés avec haltère. Travail unilatéral, maintien du second haltère en position haute, c'est-à-dire que je descends les deux bras comme ça, il y avait un bras qui restait en haut et l'autre on venait chercher. Élévation latérale. Écarté, c'est du renforcement classique. Troisième séance, donc on reste dans la dominante du cycle, les efforts répétés, mouvements différents, full squat, montée sur box. Ça c'est pas du hit, c'est sur le terme. Ischio une jambe. Exercice de gainage, toujours les mêmes dominantes. Barre sur un bossu, on maintient l'équilibre. On est sur le côté avec un élastique qu'on vient tirer. Une main en déséquilibre sur un haltère. Vous voyez pas là, mais il y a un haltère. Exercice toujours pareil, chaîne postérieure. Allongé sur le ventre, un peu de chaque côté. On essaie de maintenir 30 à 40 secondes. Exercice de gainage sur le mouvement complet. Donc élastique accroché à l'espalier. L'athlète autour de lui, il essaye d'avancer sans se déformer. Voilà pour le cycle de reprise, ça c'est la semaine 1, donc je vous ai dit on est sur un schéma crescendo, tout le monde, donc là vous avez vu souvent ça tournait à 4 x 6 pour le deuxième athlète, la semaine d'après ça sera 5 x 6, et ainsi de suite. Deuxième partie, période de développement, donc l'objectif, développer les ressources nécessaires à l'amélioration de la performance, volume le plus élevé de la saison, ça entraîne forcément une baisse passagère du niveau de performance de l'athlète. Contenu d'entraînement, on est sur un renforcement musculaire, force max des chaînes spécifiques, puis pour aller petit à petit vers la puissance et l'explosivité. Donc on a un grand hiver. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la phase de développement, pour moi, elle a été coupée en 2 blocs. Un premier bloc sur novembre-décembre, avec ce schéma-là. Pourquoi ce schéma-là? Tout simplement parce qu'il y avait déjà des compètes. Ici, il y avait une compète aux États-Unis qui est la plus grosse au monde en termes de nombre, etc. C'est la finale du championnat américain. Les athlètes aiment bien y aller en hiver pour voir où ils en sont. Donc, je fais le choix de faire un schéma décroissant. Donc, une semaine à 100% de charge de travail, une deuxième un petit peu moins, une troisième un petit peu moins. Petite semaine de récup parce qu'ils rentrent des États-Unis. Et ensuite sur un schéma crescendo. Pourquoi? Parce que là, il y avait une compète en France qui est à peu près l'équivalent de celle-ci, mais en Europe. Donc du coup, ils participent chaque année. Donc si on remettait une grosse... Déjà, pas le temps de faire une grosse semaine de travail. Et puis si c'est pour arriver cramé, pas d'intérêt de la faire. Et puis c'est des sportifs de haut niveau, donc ils aiment bien courir. Je vois crescendo pour aller jusqu'à Noël, histoire de bien les fatiguer pour le réveillon, histoire qu'ils ne se couchent pas trop tard, et puis qu'ils soient prêts début janvier à reprendre l'entraînement. Le schéma de la charge d'entraînement, donc maintien des 5 séances de musculation, mais cette fois sont vraiment identifiées musculation. Donc vous les voyez, elles sont là. Hop, hop, hop. Pareil sur la semaine 2. Semaine 3, semaine de compète aux États-Unis, donc moins de séances. Donc là, Jérémy, il partait le mercredi aux États-Unis, donc on s'entraînait lundi, mardi. Mercredi, il est parti. Jeudi, petite récup. Vendredi, samedi, il roulait. Il est rentré. Petite muscu de maintien. Qualité de force, parce que ça fait déjà un petit moment, si on développe mais qu'à un moment tout s'arrête, on fait le choix de faire un petit maintien. Vous voyez, il n'y a pas grand chose dans la semaine. Deuxième partie du bloc. 3 muscles la semaine de la course en France.
3 muscu, elle doit être la troisième sur une semaine, la semaine qui suit. Donc là, il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a un stage équipe de France. Et la semaine avant de partir à Noël, un petit peu moins de muscu, parce que bon, on peut garder samedi, je crois que le réveillon c'était samedi ou dimanche, je sais plus, je peux pas leur faire ça quand même. J'ai été trop vite. Alors, je vous disais tout à l'heure, on individualise par rapport à différents paramètres, notamment la traumato, etc. Donc là, c'est le cas. À la sortie du cycle de reprise, Jérémy, douleur au genou sur le mouvement du squat. Très compliqué de pouvoir s'entraîner parce que dès qu'il forçait un peu, il avait mal. Du coup, voilà, c'est encore une fois tout le travail qu'on fait avec une équipe médicale, les kinés, soumettent l'idée, enfin dit voilà, pour soigner ça, il faut passer par le régime excentrique, un peu d'isométrie. Voilà, c'est le schéma qu'on doit faire en séance de kiné. Je fais, mais moi je peux pas l'arrêter, il faut qu'on s'entraîne. Encore une fois, merci à eux, parce que grâce à eux, on a conçu un truc que j'aurais peut-être pas jamais imaginé. On savait que l'excentrique marchait chez lui, à l'approche des compètes. Ben là, j'ai dit, bah écoute, on va tenter un truc, on va faire tout l'hiver en excentrique. Donc souvent on vous dit, bah voilà, on fait 3 semaines, et après il faut X semaines pour compenser, etc. Ouais, je dis, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut tenter un truc. Donc on a fait un schéma sur les 6 semaines du cycle là, 100% excentrique. Je vous présenterai les séances et vous verrez comment on a articulé ça, mais voilà, une vraie adaptation. Et encore une fois, un grand merci au kiné d'avoir suivi cette idée. Romain, donc le même schéma, c'est pas coupé pareil, mais c'est le même schéma, décroissant parce qu'il y a une compète, croissant, etc. Méthode dite différente. Donc force maximale plus traditionnelle sur des efforts maximaux autour des 3 reps. Un petit maintien toujours d'hypertrophie sur une méthode 1-6, une rep maximale, 6 reps moyenne. On reste sur des efforts maximaux sur la deuxième partie et pour lui on fait rentrer les mouvements d'haltéro. Je détaillerai dans les séances. Schéma de charge légèrement différent, parce que Romain était parti aux États-Unis à la fin du cycle précédent, donc lui les muscles sont le matin par rapport aux constantes là-bas. D'autres séances l'après-midi, ainsi de suite. Compétition aux États-Unis, retour en France, au même rythme globalement que Jérémy. Quelques exercices en vidéo de ce cycle-là. Exercices de pliométrie, je vous ai dit, vous avez vu tout à l'heure, j'ai toujours des touches de vitesse dans mon entraînement. Petit contrebas, passage de haie. Récupérer sur un autre box, on a fait Axel tout à l'heure. Des mouvements de force, on revient sur du soulevé de terre. Des mouvements de squat, là c'est angle haut. On va chercher à soulever fort et vite. Donc en séance, voici ce que ça donne. Alors, donc, voilà, première séance donc, du cycle excentrique de Jérémy. Toujours un exercice de vitesse, donc là, step, 10 appuis de chaque pied au haut du step. On maintient un peu de vitesse. Première séance. Donc, on nous avait dit, il faut faire de l'excentrique, il faut faire de l'isométrie à certains angles. Bon, bah voilà, on a fait un exercice. Un squat, il descendait un excentrique sur 5 secondes. Une charge de 135 kg, c'est à peu près 60% de ce qu'il est capable de faire. Arrivé à l'appareil au sol, il essaye de maintenir cette charge le plus longtemps possible. Une fois qu'il n'y arrive plus, il la lâche, elle la pose dans le rack, on décharge, on la remonte, on passera à la série suivante 5 minutes après. Donc cette fois, une rep. Voilà l'exercice, donc ça on a démarré sur le cycle. Donc je vous ai dit, on est en charge décroissante, donc la deuxième semaine on devait être sur 6 séries d'une rep un petit peu plus lourd, et la troisième semaine, sûrement 4 séries, ou 3 ou 4 séries un peu plus lourd. Toujours sur une rep, mais avec le même principe. Exercice identique sur des pistol squats, donc des squats une jambe, il descendait avec une charge de 20 kg. En excentrique pour le renforcement excentrique sur la chaîne postérieure, des fessiers flexiaux, 3 reps, mettez vos mains, en leg curl, montez la charge à 2 jambes, on la redescend, on la prenant sur une jambe. 15 minutes d'exercice de gainage au choix.
Deuxième séance, donc le renforcement du haut du corps. Donc là on est sur un plus gros volume que tout à l'heure, vous voyez, on est sur des 6 séries 10, 4 mouvements. Toujours du gainage au choix. C'est eux qui faisaient les exercices qu'ils voulaient. Deuxième séance, donc un exercice toujours de vitesse. On a découvert entre temps que la presse ne lui faisait pas trop mal à ses douleurs, donc on a maintenu un petit travail concentrique en presse sur du 5x3. Pas de charge imposée, c'est lui qui allait chercher en fonction de ce qu'il se sentait capable de faire, en fonction de la douleur, et puis la connaissance de l'exercice, parce que c'est pas un exercice qu'on fait beaucoup. Quand les athlètes sont entre guillemets exercice de fente, chaîne postérieure, ça se lui faisait pas mal. Exercice de psoas, toujours du gainage. Deuxième séance excentrique de la semaine, non, ça c'est le haut du corps, donc les chaînes de poussée. Poussée ici, 6x10, tirage ici, 6x10, élévation de barre, 6x10, abaissement sur un mouvement, 6x10. Du mix, de la piste. Deuxième séance excentrique. Donc là, l'exercice de vitesse, montée d'escalier, 12 marches le plus vite possible. Exercice du squat, 5 séries de 5 reps, 100 kg, donc moins lourd. Descente en 5 secondes, à partir du moment où il arrivait à l'angle qui touchait les taquets, c'est de remonter le plus vite possible. C'est un excentrique concentrique avec une plus d'explosivité. Même principe sur des box, il partait d'une petite hauteur, certainement 20 cm sur la première séance. Il se laissait descendre, il freinait la flexion sur 5 secondes, une fois qu'il arrivait à l'angle, hop, il cherchait à remonter sur la box. Excentrique chaîne postérieure, soulevé de terre en jambe avec barre, et le nordique instrument. Là, tu as une de 3 exercice de gainage au choix. Voilà, donc même principe que tout à l'heure, on est en décroissant, donc sur cet exercice-là, la semaine suivante, il devait être à 4x4 avec un petit peu plus lourd, et la semaine d'après, sûrement 2 à 3 séries ou 3 reps encore un petit peu plus lourd. Là, on a augmenté les hauteurs pour augmenter les contraintes de l'excentrique. Pendant ce temps-là, Romain, je suis fait avec une question. Donc lui, Romain, voilà, donc lui il est sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Toujours des exercices d'explosivité, donc là, box jump, avec une charge de 10 kg dans chaque main, 5 séries 3 fois, passage d'échelle en vitesse, exercice de fente avec des haies en raideur pour un travail de cheville. La méthode que je vous disais, une rep, donc en effort maximal à 190 kg, avec une de 4 à 6 minutes, on revient sur un peu d'hypertrophie, 6 reps à 150, et ainsi de suite à faire 3 fois. En effort monter sur des box, vous voyez la flexion de jambe. Monter sur ça, 3 reps par jambe, 50, 55, 60 kg, puis descendre. On revient sur la même méthode sur soit exercice de soulevé de terre, soit exercice de trapart, c'est lui qui choisissait. Exercice de gainage. Donc deuxième séance, les mouvements d'haltéro, je vous ai dit qu'on fait leur apparition. Donc, sous le mouvement du clean, départ sol, suivi d'un exercice de pliométrie, donc du drop des qui descendent sur le monde des box-to-box. Exercice d'arraché pour avoir une touche d'explosivité un peu plus importante, c'est des charges surtout plus légères. Suivi toujours d'un exercice de pliométrie mais plus axé cheville avec une descente. Le renforcement du haut du corps. Exercice de gainage libre. Deuxième séance. Donc toujours les exercices d'explo. Donc là, montée sur banc avec une charge de 40 kg, suivi de montée d'escalier le plus rapidement possible, des montées sur box à une jambe avec une charge de 2 x 10 kg. Donc 2 x 10, c'est à 10 kg dans chaque main. Et ensuite des sauts de crapaud à répéter. L'exercice de force maximale, donc là on est sur une méthode de 5x3 avec une charge progressive qui monte. Exercice de squat, exercice de fente, exercice de la chaîne de tirage par les psoas.
gainage au choix. Deuxième séance d'haltéro de la semaine. Donc là, les épaulés sont plus du sol mais des plots ou des genoux. Exercice pliométrique. Retour à l'explosivité avec les gestes de l'arraché plus légère. Des CMJ en raideur, toujours sur un travail de cheville. Les renforcements du haut du corps. Toujours pareil, vous voyez à les opposés, tirage vertical, poussée verticale, tirage horizontal. Gainage au choix. Hop. Troisième séance de muscu. Donc squat jump. Donc, départ à l'angle 60 degrés, remonter le plus vite possible avec une charge de 45 kg. Exercice de vitesse sur les steps. Même principe sur le banc, un pied en appui sur le banc, on cherche à sauter le plus haut possible. On enchaîne sur un travail d'escalier, de marche, des sauts pieds joints, marche 2 par 2. Toujours la méthode des efforts maximaux en 5x3, 7 fois sur l'exercice du front squat. Un peu de vitesse avec du squat une jambe. Même principe en 3 reps, mais sur une charge qui correspond à son poids de corps. L'exercice de la chaîne poste. Gainage au choix. Donc là, c'est la fin de la semaine. Bon, je saute la semaine de récup. Deuxième cycle, je vais faire que Jérémy, c'est-à-dire qu'on gagne un peu de temps. 5 minutes. Ouais. Bon, je vais faire en ça. Donc évolution du cycle excentrique. Donc là voilà, on est sur des volumes de charge déjà plus élevés, entre on doit être à 110, 100, 200, 105 à 115, 100 ou 100%, je me rappelle plus. Donc 3 reps, donc là il faut les par heure, hein. Donc, il descend en 3 secondes la charge, une fois qu'elle arrive posée sur l'angle, un gars de chaque côté, on l'aide à remonter la charge. On décharge, on remonte, peu importe. Et il recommence ça sur 3 répétitions. On maintient l'exercice de pistol squat avec une charge un peu plus lourde que tout à l'heure. Exercice du soulevé à Romain. On voit toujours une dominante excentrique par rapport aux pathologies qu'on a rencontrées. Et en plus de ça, ça a fonctionné plutôt très bien. Deuxième séance, lui il ne peut pas faire d'haltéro par rapport au problème d'épaule que j'ai évoqué tout à l'heure, donc on a remplacé par des exercices, des combos du cours, des montées de position pas avec charge, des descentes avec des franchissements de haies, renforcement de la chaîne de poussée, de mon tirage comme c'est écrit là, avec la méthode des triceps, 5 séries lourdes, 10 séries moyennes, 10 répétitions moyennes, 20 répétitions à plat de corps. Plusieurs tours, les exercices s'enchaînent. Là on est sur, là c'est toujours sur, on n'est pas en excentrique, on reste en concentrique sur la presse avec une méthode ondulatoire, 3 reps lourds, 2 reps lourds, 3 reps lourds, 2 reps lourds et 3 reps plus. C'est pas de charge imposée, c'est lui, il mettait le plus lourd qu'il pouvait en respectant une vitesse inférieure à 0,5 m/s. Avec un appareil de mesure, on surveille ça. Exercice de renforcement sur des montées de step-up, du psoas, du gainage au choix. Romain, c'est plus traditionnel sur la deuxième partie, donc je ne vous le montre pas, ça ressemble globalement au premier bloc, c'est juste la méthode qui change. Hop. Évaluation du profil, donc fin descente de la tête, où on en est. Quand on dit qu'il y a des légères pertes, et clairement elles sont significatives. On voit Jérémy sur son dernier test, qui était en mars 2018, où il avait les valeurs du bas, fin décembre il a les valeurs du haut. Pas étonnant, ils sont en grosse charge d'entraînement. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que la vitesse est en train d'augmenter. Pourtant, on n'en fait pas. Est-ce l'excentrique? Est-ce que c'est pas ça? Une petite réponse, mais un peu tôt pour l'annoncer. Donc Romain, pareil, même résultat. Les valeurs tombent. C'était pas son meilleur test, donc ses valeurs de vitesse sont dans sa moyenne. Deuxième partie de développement pour arriver jusqu'à la fin de l'hiver. Donc 3 cycles, un cycle de 2 semaines, un cycle de 3 semaines, un cycle de 3 semaines.
On arrive au stage de seconde course. Donc sur Jérémy, on revient sur une méthode de reprise plus traditionnelle. Ça avait l'air d'aller mieux, on a adapté les exercices sur des efforts répétés. On revient à l'excentrique parce que ça marche. Donc avec une méthode Billard et une méthode descendante. Ensuite, passage au régime isométrie et force maximale sur une méthode. Tout à l'heure. Charge de travail, les séances de muscu descendent, il y en a moins. On est plutôt à 2-3 par semaine qu'à 5-6. Romain, même principe mais avec une méthode différente. On reprend par de l'explosivité, on essaie de mettre un peu de vitesse après la force. On refait un coup de force pour consolider la base, que je disais tout à l'heure, avec des méthodes un peu différentes, plutôt du Bugard ou des pyramides descendantes. Du Bugard. Hop, le schéma c'est le même. Ça on va passer, c'est classique. Retour à l'excentrique sur Jérémy. Donc voilà, c'est une méthode excentrique, donc 4 à 5 séries de 4 reps à 160-170 kg. Pareil que tout à l'heure, il descend, on l'aide à remonter, et par contre, elle suit ça 6 sauts sur banc avec une charge de 30 à 40 kg. On commence à remettre de plus en plus de vitesse dans l'entraînement, la saison approche. Tout simplement, donc excentrique sur des roumains, pareil de mollet. Retentative des exercices de semi-technique altéro, je vous le dis tout de suite, ça a été un échec, les douleurs sont revenues. Charge descendante en excentrique sur presse, donc première série 2 reps à 110%, traîner 3 secondes, suivi de 6 reps à 50%. Ensuite 3 reps 100%, mais traîner 4 secondes, toujours mes reps rapides. Et on finit par 4 reps à 90%, mais traîner 5 secondes. Excentrique sur la machine ischio, pareil, exercice de psoas. Force plus classique, avec un petit rappel d'un Facebook, force max, et on va petit à petit vers l'hypertrophie. Passage, 1 minute. Régime isométrique, donc un petit circuit, la dernière partie du cycle, mon cycle de développement. Exercice d'isométrie, donc pousser une barre qui ne peut pas bouger, 2 fois 4 à 6 secondes. On enchaîne sur un exercice avec un peu d'isométrie, mais cette fois on essaie d'exploser avec le stato. On descend, on maintient, on pousse. Et là, 2 fois 4 poussées, suivi de 4 stato à 60%. Une récup intermédiaire, et on revient sur des trucs plus concentriques. 4 concentriques volontaires, donc qui sont assis sur box, on pousse le plus fort possible, et ensuite même exercice, mais sans la charge. Renforcement des ischios, sur chaque poste. Voilà, retouche séance de force, donc la méthode cluster. Donc là on était proche de ce qu'il était capable de faire, en 3 reps. On faisait une rep, pause de 15 secondes, il essaie de refaire la même chose, pause de 15 secondes, ensuite on déchargeait, on en faisait 3 à 4 séries, 4 reps. Exercice dynamique, je vous l'ai dit, la saison approche pour mettre de la vitesse. Maintien de ma dominante de cycle, isométrie, maintien haltère, enchaîné de saut de haie. Maintien haltère, on lâche, on monte sur une box. Je veux plus près. Hop. On réévalue. Et après je m'arrêterai là. Je ne pas la perdre très compétitive. Ben voilà, l'hiver se termine, les charges ont baissé, on a recommencé à voler, ben voilà. On retrouve des valeurs bien supérieures au test de décembre. Vous voyez son niveau de force en newton par kilo, il était à 18,8, là il est à 21,3. Sa Pmax était à 23,8, il est à 26,1. Les valeurs absolues, il y a plus de 200 watts en plus. Clairement, là on arrive en fin d'hiver avec lui sur son meilleur test qu'il a jamais eu en termes de puissance. Et les résultats pour le coup ont suivi parce qu'il fait pour l'instant bon,
sa meilleure saison depuis qu'il est élite. Romain, pareil, méthode différente, progrès moins significatif, mais ça revient sur des valeurs déjà un peu plus hautes. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là. Si vous avez des questions sur la suite, de comment j'ai emmené jusqu'à la fin de la saison, n'hésitez pas à venir me la poser, je vous répondrai avec plaisir. C'est le moment de poser des questions. Oui, non, mais sur ce que j'ai présenté, si je dois présenter ma période pré-compétitive, on va pas encore vous donner. Juste derrière. À quel moment tu placerais des rappels de force si vous en placez dans la saison en période de préparation? Je tape. Dans l'image. Ça c'est quoi? Période de compète. C'est mes enfants. Tu vois, la question, c'était, je sais pas si on a compris là, c'était le moment où on place des rappels de force. Voilà le schéma de la saison. Donc là, il y avait la première Coupe du Monde en Angleterre, donc la semaine juste précédente. Et bien en gros, toutes les semaines d'avant les Coupes du Monde. En gros, là, on a une semaine de compétition, là, pas de course, donc rappel de force. Pour ces Romains, donc deux séances, une orientée force max sur un effort bulgare, effort maximal, donc charge supérieure à 90%, effort dynamique, charge entre 30 et 40%, un contraste. Deuxième séance, pareil, on reste sur des hauts niveaux de force sur la partie squat, au-dessus de 90%, par contre, il avec un exercice pliométrique. Semaine de compétition, là, choix arbitraire, semaine de Papen d'alpha muscu, un essai. Semaine post-compétition, on refait le rappel de force à peu près par la même méthode. Juste sur la deuxième, on travaille uniquement sur des angles hauts, donc à 90 degrés, on ne va pas à 60 ou plus par terre. Pareil, donc semaine de compétition aux États-Unis où il n'était pas de force max. Semaine d'après, avant la compétition du monde de Saint-Quentin, re-rappel de force max. Semaine de Saint-Quentin, une muscu involontaire en angle haut. Voilà. En gros, grosso modo, comment je les passe. La semaine de compète, je fais un maintien. Avant la séance explosive, ils font toujours 3-2-1. Ils vont chercher une barre à 95%. C'était mon question. Ok. Mathieu? Et moi, c'était juste un complément, et ça va avec, c'était la décroissance. C'est-à-dire qu'à partir de combien de temps tu considères qu'il y a une telle perte de force si on ne fait pas un rappel? Toujours. Combien? Toujours. Moi, dans ma philosophie d'entraînement, la force, on en fait tout le temps. Plus ou moins sur un gros volume, mais on en fait, voilà, c'est ce que je disais. On développe dans les cycles pré-compétitifs, pré-compète où il y a de la vitesse, il y a des maintiens. Soit, si j'ai le temps, c'est une séance spécifique. En gros, il y a 3 séances du muscu, il y en a 2 qui sont axées force explo, une qui est axée force max. Soit j'ai pas le temps, c'est les échauffements des séances explo qui sont mes maintiens. Par exemple, on va faire des concentriques angle haut à 90 degrés, donc là, ils sont largement capables de monter à 230, 240, 260, même 300 kg. Je vais vous la montrer, mais voilà. Du coup, en fait, pour s'échauffer, ils vont faire leur maintien de force. 3 reps, 2 reps, une rep très lourd en bas, puis après ils passent en haut et ils font leur séance. J'avais une autre question, c'est par rapport aux angles. Oui. Comment tu les détermines, et je ferai le transfert aussi par rapport à la route. Est-ce que c'est intéressant de travailler l'angle sur le pic de force du pédalage ou sur un angle ou un petit peu anticiper un peu le pic de force que tu montrais tout à l'heure, Manu? Comment tu le détermines? Eh ben, je suis en pleine réflexion dessus. Je suis en pleine réflexion parce que jusqu'à présent, on travaillait force max, amplitude complète du muscle, force plus explos sur des mix squats, donc des angles un peu plus hauts. Mais au final, si on regarde un peu ce qui se passe en BMX, le départ, on est sur un angle globalement assez haut. Ouais. Donc, pourquoi ne pas renforcer la force max d'un angle haut? C'est toute une réflexion que je suis en train de mener, qu'on commence à tester avec certains, mais pour l'instant, je n'ai pas les réponses. Mais oui, clairement, ça fait partie de notre objectif de travail. Et sur la route, il y a aussi une réflexion là-dessus. Ce qui est sur l'étude qu'on vous montre là de Ronstad, il vous dit à un moment tu modifies quand même ton pattern en
développement de la force. Donc tu as quand même un arc aujourd'hui où ça intervient comme ça. On est d'accord, hein, c'est quand tu as à peu près l'appareil que tu es niveau de boucle max. Et si sur tout ton arc, tu es en capacité à augmenter, à mettre en fait, plus de force et donc produire plus de coups, c'est certainement intéressant. Et après, ton muscle qui produit le quadrille, plusieurs faisceaux qui vont tous avoir à un moment donné un angle particulier où eux, ça va être dans ce moment-là où biomécaniquement, c'est là qu'ils vont pouvoir produire le plus de force. Donc moi j'ai presque envie de dire, le jour où tu vas en arriver là. Il faut surtout pas parce que je pense que si tu bosses vraiment essentiellement sur l'angle ou ton pic de force, tu vas encore moins. Enfin, tu vas encore plus accentuer. Pour moi, tu risques de t'enfermer en fait. Tu vas pédaler encore moins rond. L'idée, c'est presque de lisser ce pic de force, d'avoir un pic de force, d'avoir un gros pic de force dans ton cycle de pédalage, de toute façon, c'est pas bon. On voit bien maintenant, on voit le rotor et tout ça. Alors moi j'ai un ami avec qui roule, tu vois, quand on dit le bourrin, lui il a un gros pic de force, donc son indice d'efficacité est très faible, hein, il est par 14 ou 15%. Mais en effet, lui il a un gros pic de force. L'idée, je pense, c'est d'avoir vraiment d'être le plus lissé dans son pattern de pédalage. L'idée de travailler à différence. On maintiendra le débat si vous voulez sur le moment. Il y a une question là. Du coup, ça rejoint parce qu'en fait, tu avais l'air d'avoir travaillé en squat complet durant ta phase de développement. Et après, tu as travaillé en demi-squat sur tes phases de rappel. Ouais, parce que l'idée m'est venue en fait en squattant. Voilà. Au début, en fait, en angle haut, je fais une phase, j'aurais montré avec Romain sur le mois de février, en fait, que on peut appeler la phase physio, entre guillemets, donc sur les angles hauts, box squat. Et mais jamais poussé plus que ça pour aller chercher de la force. Et en fait, à force de réfléchir et justement de rencontrer des difficultés avec Romain sur ses premiers et deuxième coups, je me suis dit, il y a sûrement un truc à faire. Parce qu'au final, en faisant ces séances-là, on se rend compte qu'il est peut-être pas si fort que ça sur cette partie de muscle et petit à petit, commence à le tester. Là, ça prépare pour le championnat du monde. Il a une séance d'angle haut toutes les semaines sur de la force max large en ce moment qui se transformera sur un autre régime après. Je pense que la réflexion par rapport à tes disciplines elle est un petit peu différente par rapport à la route. C'est que toi, vous avez des départs arrêtés. Oui. Et du coup, vous êtes sur un gros niveau de force sur le start. Sur vous, t'as pas. Ah non, mais je pense que la réflexion est. oui, c'est sûr. Enfin, là, je parle par rapport à ma On a encore deux questions. On va aller au fond, puis ensuite on finira par Nico. C'est quoi l'idée derrière les blocs d'excentrique? Je vais peut-être pas partir. Bah, l'idée déjà c'était 1, le soigner, et 2, travailler, parce que si je perds tout un hiver, pas possible. L'excentrique, tout le monde sait que ça développe la force. Il y a une piste sur développer les longueurs, donc les longueurs de muscle potentiellement à la vitesse. Et voilà, donc, clairement c'était, tout d'abord c'était le soigner et travailler, ça c'était l'objectif prioritaire. Est-ce que tu différencies les angles de travail entre les pilotes hommes et femmes? Enfin, les angles et l'amplitude, par exemple, sur un squat.